Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition de Radio Parents. Bienvenue, connectez-vous. Nous allons parler un peu coucher, l'été, apaisement, tout ça aujourd'hui. J'ai hâte d'avoir vos questions. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis dans mon bureau, pas encore rangé comme j'aurais aimé, mais ça va venir et je suis aussi maintenant sur mon téléphone pour avoir une meilleure qualité d'image. J'espère que ça s'affiche bien. Je vais regarder si je suis bien connectée en direct. Je crois que oui. N'hésitez pas à me faire un coucou dans les commentaires. Oui, ça y est, nous sommes live sur YouTube. C'est bon. Alors, j'ai créé cette édition pour les nouvelles et les nouvelles personnes qui sont là. Parce que j'adore vous rencontrer, répondre à vos questions. Je reçois beaucoup de questions par mail et de faire dans un rendez-vous hebdomadaire me permet de répondre à vos questions que je reçois parfois et que j'ai pas le temps de répondre en semaine ou en temps où je suis en train de me déplacer, animer des formations, etc. Et le fait d'avoir ce rendez-vous, j'adore parce que ça garde le contact avec la communauté et je trouve aussi dans cette ère de IA, rien de plus important que l'être humain et le fait d'avoir des échanges humains. Donc, si vous regardez en replay, bienvenue. L'idée, c'est que vous puissiez me poser vos questions. J'en ai reçu 3 questions que je vais couvrir dans cette édition et j'envoie le replay. À la fois, c'est disponible sur ma chaîne YouTube, Julie Foubert Be The Change, donc vous pouvez regarder ici. Et également, je le mets sur Substack, qui est notre plateforme de la communauté. Donc, si vous êtes parent d'un enfant entre 0 et 6 ans, surtout vraiment la petite enfance, bienvenue chez Be The Change. Rejoignez-nous dans la communauté. C'est là où vous pouvez aussi réserver des consultations individuelles. Vous pouvez assister à nos lives. Nous avons un live parental par mois sur un thème précis. Le thème va être en 5 jours, le live, pardon, sur justement le thème d'affirmation. Je vais effleurer un peu le sujet aujourd'hui, mais ça va figurer vraiment comme le thème de la communauté. Comment gérer quand nous nous retrouvons en vacances, et ce n'est pas forcément des vacances pour les jeunes parents, voire pas du tout, c'est même plus de travail parce qu'il faut gérer la logistique, les repas, les nuits parfois dans différents lieux où votre enfant n'est pas habitué. Comment gérer aussi quand nous nous retrouvons face à des membres de la famille, des personnes avec qui les valeurs éducatives ne sont pas partagées. Donc, nous allons parler de tout ça mardi, le 28 juillet, dans quelques jours. Place maintenant à vos questions. D'abord, j'aimerais commencer par répondre à une question d'une cliente de la communauté Be The Change qui m'a envoyé il y a quelque temps un article d'une de mes consoeurs et qui parle beaucoup de certaines typologies d'enfants et de tempéraments, ce que les recherches nous montrent, que il y a différents tempéraments chez les enfants. Il y a des enfants avec un tempérament plutôt, et c'est pas du tout un jugement quand je dis ça, c'est un tempérament, c'est le mot scientifiquement utilisé. Je vous donnerai mon avis là-dessus juste après. Le tempérament réactif, un tempérament plutôt posé, easy-going. Bon, voilà. Donc, cet article que Alice m'a envoyé, ça couvre ce commentaire de différentes typologies d'enfants. Même peut-être vous avez entendu parler de cette qualification de enfants zèbres, indigos, etc., etc. Et je trouve effectivement qu'aujourd'hui, en 2026, excusez-moi, j'essaie d'ajuster un peu ma vidéo. Voilà, parce que c'est un peu tilté. Je suis désolée parce qu'il y a le bouton de mon portable trop calé à cause du micro. Bref, c'est mes affaires à moi. Je vais m'occuper de ça plus tard. Que ce soit mieux la prochaine fois. C'était pour que vous me voyiez un peu mieux. Je vais prendre un peu de recul. Voilà. C'est la prise de recul en live. Prenons du recul ensemble. Donc, pour être très clair, je vais être très sincère avec vous. Je trouve qu'aujourd'hui, nous avons tendance à trop rapidement, sans forcément des bons professionnels qui vont intervenir au bon moment,
et c'est important de les consulter, nous allons trop rapidement poser un diagnostic, même en tant que parents, sur nos propres enfants, avant parfois de regarder notre hygiène de vie et de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de faire ce travail sur nous. Ce n'est pas forcément évident ce que je dis parce que je sais à quel point nous voulons bien faire. Cette génération de parents, nous nous posons beaucoup de questions. Il y a beaucoup une question de culpabilisation, d'auto-culpabilisation. Et donc, comment travailler pour baisser et sortir de la culpabilité? Ça, c'est tout un sujet. Maintenant, déjà, pour répondre à cette première question de qu'est-ce que j'en pense de ces typologie, diagnostic en certains cas, tempérament aussi de personnalité. Par exemple, être hypersensible n'est pas un diagnostic scientifique, c'est plutôt un trait de personnalité. Ce n'est pas une fatalité du tout, c'est un tempérament différemment que peut-être la plupart de la population et qui a des forces inouïes aussi de pouvoir pour accéder à son ressenti, par exemple, à condition de travailler aussi l'espace personnel et l'affirmation. Donc, c'est important, je dirais, quoi que ce soit, que ça soit peut-être vous soupçonnez ou vous questionnez si votre enfant a un TDAH, une hyperactivité, une hypersensibilité. Nous parlons aussi beaucoup de haut potentiel, de HPI, de HPE, de haut potentiel émotionnel également. Quoi que ce soit, je dirais, nous avons toutes et tous besoin, en tant que parents, en tant que personnes sur la Terre, nous avons des besoins fondamentaux universels. Et ce sont ces besoins-là qui forment le socle de l'approche du leadership éthique, qui est l'approche à laquelle je suis formée, et qui n'est pas un cadre thérapeutique. Donc, je ne mets absolument pas en cause qu'il y ait des besoins de prise en charge de certaines typologies, certains, euh, comment dire, oui, diagnostics, y compris chez les enfants. Il y a évidemment des corps de métier dédiés à ça et heureusement, il y en a besoin. Il y en a besoin. Ce que je veux vous dire, c'est que nous avons besoin de ne pas précipiter les choses pour nous tromper dans une pause de diagnostic de trouble sans d'abord effectuer un point interne, de tourner le regard vers l'intérieur et aussi l'extérieur dans le sens où de regarder notre hygiène de vie, j'allais dire emploi du temps, mais c'est plus que ça, c'est comment nous nous sentons dans la vie. Parce que d'abord, avant de, par exemple, réintégrer son poste après l'arrivée d'un bébé, pour vivre sereinement son accouchement, pour accompagner ses enfants dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il y a déjà un besoin d'aller bien soi, de se sentir que nous sommes assez épaulés, que nous avons un espace personnel vital, que nous avons une certaine connaissance de nous-mêmes pour pouvoir dire ah là, en termes de mon savoir-être, ma façon d'être, j'y étais pas tout à fait sur telle chose. Là, j'ai réussi. Là, c'était plutôt une erreur que j'ai fait et je culpabilise pas. Je vais juste en avant dans la vie sans me juger. J'applique le non-jugement. Le non-jugement, c'est quoi? C'est l'absence de critique, l'absence de condamnation, l'absence de rejet négatif, l'absence de jugement de valeur d'autrui, y compris de nos enfants. Donc, je dirais, et c'est un et en fait, c'est un et. Et il y a beaucoup de sens d'avoir cet article que Alice m'a envoyé, donc une membre de notre communauté Be the Change, une maman maintenant que j'accompagne depuis plus d'un an et qui a 3 enfants. En fait, cet article mettait en exergue différentes possibilités, je dirais, d'investiguer et mieux comprendre nos enfants, de vraiment découvrir leur potentiel, leur potentialité. Parce que ça reste du potentiel. C'est ça la bonne nouvelle quelque part, c'est que quand nous sommes bien ancrés en tant que parents, nous pouvons discerner davantage avec toutes les informations aujourd'hui à notre disposition en ligne. Et j'ai conscience que j'en fais partie en tant que personne qui prend la parole sur la parentalité. Donc c'est un peu paradoxal parfois parce que ce n'est absolument pas l'idée d'ajouter des injonctions.
Ça va m'amener à la deuxième question d'une autre maman juste après. Nous allons en parler de discernement versus pression. Et d'abord, je voulais vous dire, voilà, c'est essentiel de prendre ce recul avec différentes étiquettes dont certaines ont leur sens pendant un moment donné, parce que ensuite les choses peuvent évoluer également, et surtout de se rappeler qu'au fond, quoi que ce soit comme diagnostic, quoi que ce soit comme constat, et encore une fois, je suis pour plus de soutien et de soins et d'investissement dans la petite enfance, et pas qu'en France. Je suis très pour tout ça. Ça, c'est très clair, parce que plus nous avons des ressources, plus nous avons des professionnels qui accompagnent les enfants, mieux nous pouvons les orienter. Ça, c'est clair. Cela dit, c'est de revenir à cette base qui est que nous avons toutes et tous ce potentiel extraordinaire, ce potentiel quasi infini de création et de réalisation en tant qu'être humain, et dès que nous sommes dans le ventre de nos mamans, dès qu'un bébé soit là, il y a ces potentialités-là, et le fait de s'identifier progressivement de plus en plus à son potentiel, c'est ça qui permet aux enfants d'avoir des résultats vraiment, vraiment extraordinaires et impressionnants dès le plus jeune âge, en fait, parce ils ont une bonne connexion à leur cœur et aussi à la justesse. Les enfants, ils ressentent fortement qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste. Donc, je dirais que en anglais, nous avons une expression qui est de prendre les choses avec une graine de sel. Et je dirais ça, par rapport à cet article, je dirais, en fait, prenez des avis extérieurs, prenez ce que vous lisez, ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, prenez ça avec des graines de sel, c'est-à-dire, c'est en anglais, we say take it with a grain of salt, ça veut dire avec du recul, de manière à ce que vous puissiez, voilà, vous sentir stable, hypé, que votre enfant va bien, que vous allez bien, et qu'il y a des choses parfois à gérer, à adapter, à soutenir. Et évidemment, ça présuppose qu'il n'y a pas une pathologie. Moi, je ne suis pas en train de parler des cas extrêmes. Je vous parle de la majorité. Et par exemple, nous le savons maintenant avec des études récentes sur les différents types de cerveau et ce qui se nomme de plus en plus comme des neurodivergences, d'avoir un cerveau neurodivergent brain, de voir aussi que nous sommes pas que notre brain, c'est-à-dire nous avons aussi différentes dimensions de notre potentiel, et souvent nous avons besoin d'harmoniser des différentes dimensions de notre potentiel, c'est-à-dire notre dimension émotionnelle et affective, la dimension corporelle, la dimension intellectuelle et la dimension de l'intuition. Il y a besoin de faire un travail d'harmonisation entre ces différentes dimensions avant de dire telle personne, tel enfant a un trouble de comportement, par exemple. Je l'ai dit ce matin en consultation à une maman qui attend son bébé dans quelques jours et qui voulait faire une session de préparation quelque part pour avoir des clés pour bien accompagner sa plus grande fille qui a 2 ans et demi. Et nous avons beaucoup vu cette notion de revenir sur le potentiel, de dire à sa fille aînée et à sa fille à naître, euh, c'est beau, je viens de faire la connexion entre aîné et à naître, c'est beau. De vraiment parler du plein potentiel à ses enfants, de dire tu as le potentiel de accueillir ta petite sœur dans la sérénité. Tu as tout le potentiel pour ça. Et nous avons besoin de prononcer les mots parce que pour beaucoup, nous l'avons pas entendu en grandissant. C'est une notion qui aussi a été pas encore assez répandue dans le monde, parce que si c'était le cas, nous n'aurons pas autant de conflits et de challenges à nous entendre et à dialoguer aujourd'hui. La notion, le principe de plein potentiel est absolument fondamental, je dirais, aujourd'hui dans notre société. Par les temps qui courent aussi, là aujourd'hui nous sommes le 23 juillet 2026, nous avons vraiment besoin de aller de l'avant dans un nouveau paradigme.
nous ne pouvons plus continuer dans cet ancien paradigme qui est plus qu'à bout de souffle maintenant. Il brûle, ce paradigme. Et donc, le nouveau paradigme, c'est un cadre de référence dans lequel nous changeons aussi nos critères d'évaluation. Et pourquoi je parle d'évaluation? C'est parce que si nous mesurons, par exemple, la réussite par une certaine course en avant pour qu'un enfant apprenne hyper vite à compter et à lire, en mathématiques et en langue, par exemple, ses compétences linguistiques. Si nous nous concentrons trop sur ça et pas sur ses compétences émotionnelles, psychologiques, intellectuelles, bien sûr, en les incluant. Si nous comprenons pas que la réussite, elle est globale, qui est cette notion de réussite globale dans la vie d'un être humain et qui inclut le fait d'aller à un rythme juste pour soi, à ne pas se précipiter, d'avoir le droit à la déconnexion aussi. Si nous ne comprenons pas ça, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des hygiènes de vie humaines juste saines, sains, posées, qui permettent à nos enfants de se poser aussi et de bénéficier de notre présence d'adultes qui sont pas stressés. Et je dis pas du tout ça dans une forme de culpabilisation ni d'injonction. Moi aussi, parfois, ça m'arrive d'être stressée, d'être pas très présente parce que je travaille, et c'est quelque chose que je travaille dessus pour avoir des temps clairs quand je suis auprès de mes enfants, de nos enfants, avec mon mari, et des moments où je suis dans mon projet de vie, en train d'avancer sur ce que j'ai besoin d'avancer. Si évidemment nos enfants font partie de mon projet de vie aussi. Donc ça, c'est une grande réponse à cette question de ce que je pense quelque part de certaines étiquettes, certains diagnostics. Je prétends absolument pas dire que il n'y a pas un besoin de prise en charge et il y en a. Maintenant, je trouve juste que déjà sur la base de repères, déjà si nous formions les parents à des repères structurants pour discerner, pour à la fois être dans l'amour et la pose de limites saine, ça changerait beaucoup la donne de l'éducation et la petite enfance en France. Et pas que en France, dans le monde, parce que j'anime en français aujourd'hui et parfois j'anime en anglais, parce que je vois aussi ces richesses interculturelles d'apprendre de différentes cultures. Un pays que je cite beaucoup en ce moment, c'est le Danemark. Il y a une femme extraordinaire que j'adore suivre qui s'appelle Marina Cooley, que je vous invite à suivre si vous voulez voyager, si vous voulez découvrir un peu plus d'anglais. C'est une professeure de marketing à l'université de Emory College aux États-Unis. Cet été, elle passe l'été avec sa famille au Danemark et donc elle fait toute une analyse et des études sur les différences culturelles entre le Danemark et notamment les États-Unis. Et c'est passionnant parce que nous voyons à quel point la France a beaucoup encore à apprendre sur l'intégration des enfants dans l'espace public, sur une meilleure prise en charge de soins dès que quelqu'un devient parent, d'ailleurs père ou mère, l'inclusion aussi des enfants, que ce soit dans les cafés, dans les bureaux, l'inclusion du bien-être tout simplement aussi et de la qualité de vie dans des bureaux de travail également. Tout est pensé vraiment, non pas productivité, mais créativité. Et donc, je conclurai ma réponse à cette question là-dessus sur la créativité. J'ai écrit là-dessus ce matin sur LinkedIn. La créativité, c'est ça, j'ai envie de dire, il y en a plein. Et un des cadeaux de l'être humain, c'est notre créativité. Et en tant que parent, peut-être vous avez déjà vécu ça. Venez me dire dans les commentaires s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Dites-moi un moment où vous avez fait preuve de créativité auprès de votre enfant. J'en suis certaine que vous l'avez déjà fait, vous l'avez déjà réussi. Où vous avez su trouver une solution, peut-être en salle d'attente, peut-être à l'école, en train de récupérer votre bébé de la crèche, où vous avez mobilisé votre créativité d'une manière complètement insoupçonnée que vous n'auriez jamais fait avant de devenir parent. Et ça a beaucoup de valeur, beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, soyons créatifs, soyons dans cette prise de recul avant d'aller trop vite pour dire, il est, par exemple, TDAH, un enfant qui a un TDAH, il a ce constat. Maintenant, il n'est pas ce constat. Il n'est pas résumé
à ce diagnostic. Ça, c'est très important, quoi que ce soit comme diagnostic, HPI, TDAH, quoi que ce soit. Et je dois dire, dans mon expérience, en ayant été en classe avec des enfants, à l'époque, il y a quelques années, il y avait une fulgurance de détection plutôt de HPI, d'enfants qui parfois avaient du mal, par exemple, à écrire, pour qui leur esprit allait extrêmement vite. Souvent, je trouve que le langage est révélateur. Le fait de dire haut potentiel intellectuel, justement, c'est même si nous le représentons schématiquement, le fait de le voir comme haut potentiel, c'est en haut. Nous avons besoin de ancrage. Les enfants, dans ces cas de figure, ils ont besoin de travailler leur ancrage. Ils ont besoin de, par exemple, faire des activités manuelles de poterie. Ils ont besoin d'aller, bien sûr, dehors, comme tout enfant, très souvent. Ils ont besoin d'avoir des temps où ils peuvent être au contact de leur ressenti pour ensuite apprivoiser l'activité à venir. Il y a tout un ensemble de choses que vous pouvez faire pour accompagner le potentiel, non pas le haut potentiel, mais le potentiel global de votre bout de chou, de votre trésor, à se développer sans rester quelque part derrière cette étiquette qui souvent nous invite à une forme d'harmonisation, une harmonisation entre le corps, le cœur, l'intellect et l'esprit. Donc, ce serait mon conseil par rapport à ces diagnostics-là et qui va peut-être pas me faire que des amis. En tout cas, je le dis parce que je trouve que nous manquons parfois trop de repères. Nous voulons aller trop vite pour même critiquer l'enfant ou en France dire qu'il est insupportable, chiant, difficile, quand en fait ça n'a pas lieu d'être. Ce sont des mots qui démontrent, quand je les entends, une méconnaissance, un manque de connaissances autour de ces âges, de ces années de la petite enfance, où les cerveaux des enfants sont en pleine évolution, plein d'apprentissage, y compris pour réguler les émotions. Donc c'est hyper important d'avoir ça dans vos cœurs et dans vos esprits de parents et de professionnels. Excusez-moi. Nous n'avons plus de pastèques. Je vais en racheter, chouchou, tout à l'heure. Ouais. Ouais, nous mangeons du pastèque par ici en ce moment. Ça fait tellement, tellement chaud. Après, chouchou, quand j'ai fini. J'ai fini bientôt. Alors, deuxième question à laquelle je souhaite répondre. C'est une super question. C'est parmi les questions que je reçois les plus souvent. C'est comment gérer quand vous avez du mal à poser une limite avec votre enfant. Et c'est un grand, grand, grand sujet et c'est pour ça que nous allons en parler aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui peut se résorber dans 10 minutes de live. Donc, c'est quelque chose que je vous invite à vraiment voir en consultation si vous sentez que c'est très difficile pour vous. N'hésitez vraiment pas. Pour poser des limites avec un jeune enfant, par exemple, parfois les parents, surtout en France, sans jugement, dans le constat, et c'est ce que me disent les parents, des milliers de parents, maintenant j'ai travaillé avec plus de 10 000 parents, et donc je sais de quoi je parle, ils osent le ton. Ils osent le ton où ils se retrouvent à crier. Le cri, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, déjà, ça ne veut absolument pas dire que vous êtes un mauvais parent. Ça, je veux vraiment que vous l'entendez. Ce n'est pas parce que vous criez que vous êtes un mauvais parent. Pas du tout. Nous avons un réservoir de centrage. Nous avons cette capacité à être patient, être là, être bien dans la vie, être connecté à notre propre potentiel. Et cela aussi est important à prendre en compte quand nos besoins fondamentaux ont été respectés. C'est-à-dire que la sécurité, la santé, le respect, l'équilibre et le bien-être, l'accès à la connaissance, l'inclusion et non pas l'exclusion, et la capacité à pouvoir réaliser des projets qui nous tiennent à cœur, si ce n'est pouvoir se réaliser à travers un projet de vie. Ces 7 principes éthiques sont très importants et s'appliquent de manière simultanée à nos vies. Quand il y a un non-respect, une non-prise en compte depuis longtemps de ces principes, de ces besoins universels des êtres humains, c'est là souvent où nous allons avoir des incohérences entre ce que nous voulons être comme parents et ce qui se passe sur le terrain de la
parentalité. Donc, je suis là pour vous déculpabiliser, pour vous dire, non, hélas, ce n'est absolument pas perdu si vous vous retrouvez parfois à crier, y compris sur votre jeune trésor, et vous voulez sortir de ça. Déjà, c'est important de pouvoir faire le constat, de dire, OK, jusqu'à présent, je pouvais m'emporter, je pouvais m'énerver trop vite. Et donc, ce sont des signaux que votre corps vous envoie, parce que le cri, c'est à travers la voix, ça vient aussi parfois des tripes, ça vient de loin, parfois même des parents me disent, mais en fait, je ne sais pas d'où est venue cette colère, nous parlons aussi de rage maternelle, nous pourrions parler de rage paternelle aussi, pas que maternelle, hein, c'est toujours garder du recul sur des concepts comme ça quand nous parlons d'un trait de caractère qui est attribué seulement à des femmes. Besoin de rééquilibrer les choses. Il y a aussi parfois des colères, ça connaît pas de genre, c'est humain, c'est une émotion primaire humaine et ça se travaille. Pour travailler sur la colère et pourquoi, vous allez voir pourquoi c'est lié au fait de poser des limites, c'est parce que des jeunes enfants ne comprennent pas. Quand vous haussez le ton, et vous l'avez sans doute déjà vu, ça les fait peur et ça fait qu'ils vont obéir par la peur. Ils ne vont pas obéir parce que ils ont fait un choix. Je vous raconte une petite histoire sur pas plus tard que hier soir, où mon mari Alexandre, que j'aime vraiment profondément, et qui est aussi dans une démarche d'évolution et donc avec qui nous partageons des valeurs d'une éducation non violente, éclairée, une parentalité où nous nous remettons en question, nous nous mettons en mouvement, nous nous faisons du bien et nous nous faisons des miroirs. Ça aurait pu, dans un passé lointain, être un autre exemple avec moi. Je vous donne exemple avec lui. Il gère le coucher de nos enfants hier soir, il les accompagne et à un moment, notre fils de 5 ans le sollicite pour qu'il lui fasse des papouilles dans le dos et mon mari est en train de s'occuper de notre fille et de faire des papouilles dans le dos pour notre fille et donc il dit je reviens, ça suffit, enfin ça monte un peu crescendo, il dit oh oui non, Noah j'arrive et ensuite il s'énerve un peu et il dit Noah ça suffit, sans forcément hausser le ton. Maintenant, c'était haussé en émotion pas très centrée. Il aurait pu le dire autrement. Et ce moment est important, non pas parce que c'est grave, c'est pas du tout pour rajouter de la pression. C'est juste un zoom sur un moment très concret que probablement va vous parler et qui vous donne, j'espère, certains repères. Et donc, il finit Alexandre, il finit d'accompagner notre fille. Il retourne vers notre fils et il m'a raconté, mon mari m'a raconté ce matin que Noah, dans un centrage très centré, connecté à son potentiel, donc il a 5 ans et demi, il tourne vers Alexandre et il lui dit « Papa, tu viens d'utiliser ta grosse voix et c'était trop fort pour moi et j'ai trouvé que c'était pas bien et j'ai pas aimé. » Et Alex, il a eu le recul de accueillir ce feedback et il lui a dit, tu as raison, je m'excuse, je n'aurais pas dû et merci de m'avoir dit ça. Et je vous le partage parce que c'est aussi ça, le chemin de la cohérence dans une parentalité plus consciente, c'est de voir que nos enfants, quand ils nous font ces miroirs-là, c'est aussi le fruit de beaucoup de fois où nous sommes trompés, trompés, pas trempés comme dans le lot. Nous nous sommes trompés. Ça sonne bizarre de dire ça. On s'est trompé. I don't know. When we made a mistake, nous avons fait des erreurs. Et nous avons réparé. Nous sommes revenus. Nous nous sommes repositionnés parce que nous-mêmes, nous nous voyons dans nos pleins potentiels et pas dans nos égos. Et nous nous sommes repositionnés vers le mieux. Je ressens que c'est extrêmement puissant que notre fils, à hauteur de ses 5 ans, il a trouvé la force de dire ça, même pas la force quelque part, c'était comme naturel, c'était intégré. Et vous voyez, ça c'est aussi des choses qui peuvent m'arriver parfois
encore, même si c'est rare, mais de m'agacer ou d'être impatiente, pareil, je reviens et je m'excuse et je recommence en mieux. Donc ça s'apprend et surtout quand nous n'avons pas grandi dans une famille et pour beaucoup parmi vous, quand vous n'avez pas grandi dans une famille où les cris étaient très rares, quand vous avez beaucoup été baigné dans des cris, ce qui est globalement, culturellement en France, pas pour tout le monde évidemment, c'est beaucoup le cas. C'est d'autant plus important que vous puissiez avoir des moments d'ancrage, des repères, comme nos lives le jeudi, maintenant à jeudi 13h, pour vous ressourcer, pour prendre du recul, pour dire, OK, je déculpabilise, je me vois dans mon potentiel et je vois ce que je fais bien comme parent et je vois ce que je peux repositionner aussi. Et c'est aussi pour ça que je veux offrir ces temps gracieusement pour que ça puisse toucher le plus grand nombre de parents possible. Donc, je vous demande déjà si ça vous touche, si ça vous fait du bien, partagez cette vidéo autour de vous, envoyez-la à 3 amis jeunes parents, envoyez j'ai une maman aussi dans la communauté qui a partagé avec la psychologue de son fils qui l'a suivi. Donc vraiment, Be the Change s'inscrit dans une démarche complémentaire aux côtés de tous ces autres professionnels formidables comme nous venons de voir pour la première question. Comment poser des limites? En fait, c'est aussi accepter quand nos propres enfants expriment leurs limites. Ça va de pair avec le consentement. Je vous mettrai dans le lien en dessous cette vidéo, le lien vers notre kit parental sur le consentement. Ça s'appelle Consentement et sécurité, que j'avais vraiment comme un cri du cœur pour donner en réponse aux actualités depuis ces dernières semaines en France et pas que, malheureusement en France, pas qu'en France. Il est gratuit, c'est un kit avec des conseils concrets pour muscler cette notion de consentement chez vos enfants, y compris cet été quand vous êtes en train de vous déplacer, quand vous êtes en train de peut-être être avec de la famille élargie. N'hésitez pas à le télécharger, c'est cadeau pour vous, vraiment, et à le partager, à le diffuser, s'il vous plaît. Faites-moi vos retours, dites-moi si vous avez la moindre question, c'est avec plaisir, vraiment, vraiment, que je vous réponde et je le mettrai dans les show notes, dans la description YouTube. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Troisième et dernière question. Donc, en tout cas, j'ai répondu entre guillemets rapidement à comment poser des limites. Maintenant, c'est un long travail parce que aussi quand nous-mêmes nous n'avons pas eu nos limites respectées, nous avons aussi d'abord besoin d'asseoir notre notion d'espace personnel et dans une famille. Nous n'avons pas besoin d'être collés tout le temps. C'est même pas bon pour les enfants. Je parle pas de tenir un bébé dans ses bras. Je parle pas de ça. C'est extrêmement bon pour les bébés d'être portés dans les bras. Je dis déjà d'avoir le repère de votre plein potentiel et de votre espace personnel vital. Ça vous fait du bien. Ça fait du bien à votre enfant, vos enfants. C'est ça qui est très très porteur. C'est enseigner que vos enfants ont le droit à leurs espaces personnels. Et je trouve que ça manque beaucoup encore dans notre société, la notion d'espace personnel, vital. Et ça, je l'enseigne et j'accompagne quand, par exemple, en consultation individuelle avec les mamans et les papas, c'est quelque chose que nous allons beaucoup travailler, y compris par rapport au couple, que le couple a besoin d'être plus qu'un couple parental. Vous avez aussi besoin d'avoir des temps où vous vous retrouvez en tant que couple romantique et conjugal et le couple dans ses racines. Donc, ce matin, j'ai reçu un couple, par exemple, et ils étaient étonnés que parmi mes premiers conseils sur comment poser des limites à leur fille, en fait, nous avons déjà fait un point d'audit sur les dernières fois depuis quand ils avaient eu un temps à deux. Et ça, malheureusement, c'est un constat que je fais. C'est un vrai symptôme de notre société qui est malade, qui est basée sur une norme dégradée et dont nous avons besoin de nous en sortir en priorisant les personnes que nous disons sur le papier et parfois avec une bague ou autre cérémonie qui sont les plus importantes dans nos vies. Ça a besoin d'avoir absolument la priorité dans nos agendas. Ce sont nos relations humaines. D'ailleurs, une des études les plus longues qui existent sur ce qui fait le bonheur, je crois que c'est The Happiness Project. Je vous le retrouverai pour le mettre aussi dans la description. C'est basé là-dessus, c'est basé sur nos relations et que la personne que nous allons choisir avec qui partager nos vies, c'est un choix extrêmement important. Et les personnes aussi avec qui nous passons notre temps, que ce soit nos amitiés, nos collègues,
en fait, des personnes avec qui nous choisissons de partager des temps de vie. Donc, je peux que vous conseiller de prioriser votre espace personnel à vous. Je sais que c'est pas toujours évident de prendre du temps pour soi, c'est essentiel, surtout en tant que jeune parent, de déléguer, d'envisager de recruter des babysitters, de demander à des membres de la famille de vraiment se constituer son village de manière à avoir des sas de décompression de votre enfant où vous pouvez prendre du recul, vous pouvez voir comment les choses se passent et ainsi vous pouvez plus facilement poser des limites parce que vous aurez moins de culpabilité, vous allez d'abord remplir votre propre cruche intérieure quelque part et ensuite quand il s'agit parfois de dire non, chouchou tu ne peux pas toucher à ça, par contre tu peux toucher à ça, ça c'est life changing, it's a game changer. Voilà, je sais que je vous donne beaucoup d'éléments en peu de temps. Ce sont des notions que nous approfondissons beaucoup dans la communauté Be the Change. N'hésitez pas à nous rejoindre en devenant membre. C'est avec joie. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Nous arrivons vers la fin de ce live parce que je pense que je vais partir sur des formats entre 35 et 45 minutes. On va pas faire 1 heure à chaque fois. Il n'y a pas besoin. Et comme ça aussi, c'est plus digeste pour vous quand vous écoutez ces vidéos. Je vais essayer de voir pour aussi le mettre en podcast, mais je trouve que c'est bien que ça soit hébergé comme une vidéo directe aussi. La troisième question à laquelle je voulais apporter une réponse aujourd'hui, c'est comment gérer une crise avec un jeune enfant, parce que c'est aussi parmi les questions que je reçois le plus. Je l'ai reçue avant-hier, une maman qui m'a dit, en fait, notre fille de 4 ans, répond parfois de manière aussi très insolente, elle nous parle mal. Comment gérer ça? C'est pas tout à fait une crise, mais ça peut déclencher parfois des crises. Et donc, je voulais vous donner mon regard là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les crises, soi-disant les crises, déjà, c'est pas un mot que j'affectionne du tout parce que c'est un décentrage de notre état naturel. Il y a une dérégulation au niveau du cerveau de l'enfant qui se passe et le néocortex, en fait, préfrontal, n'est pas en capacité à l'âge de 3 ans, 4 ans par exemple, de s'auto-réguler encore. C'est un muscle qui est encore en évolution, en développement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous dites, par exemple, arrête à votre jeune enfant, c'est inefficace pour arrêter un moment d'émotion. Et c'est aussi ça qui est parmi les grands challenges dans la parentalité, c'est que, je trouve, et c'est le constat que je fais, et sur la base des recherches aussi, c'est que beaucoup de nos compétences qui nous ont beaucoup équipés dans nos études, qui nous permettent d'être des bons professionnels et je devrais même dire des bons exécutants, parce que nous avons aussi besoin de réinventer comment nous travaillons. Nous le voyons avec le réchauffement climatique et tout ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Nous ne pouvons plus continuer à avancer tête baissée, à ignorer nos corps, à ignorer nos environs, à faire des choix qui chauffent la planète sans qu'on prenne ça en compte. En fait, nous ne pouvons pas faire ça. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire à la place? Nous pouvons cultiver notre centrage. Alors, notre centrage, c'est quoi? C'est que quand votre enfant, il vous parle mal, déjà, vous pouvez poser la limite, vous posez l'interdit, donc vous posez le cadre de dire, nous ne nous parlons pas mal. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as besoin? Parce que souvent, l'enfant va être à côté quelque part, il va être en train de soit arracher quelque chose, mal parler, dire une phrase où vous dites mais pourquoi il dit ça, dire un gros mot, taper, il va être dérégulé, décentré. Et c'est très important du coup de le voir à ce moment-là, précisément dans ces moments-là, dans son potentiel, de pas perdre de vue son potentiel quand il est dans un peu ce moment de vortex de son ego, de sa réactivité, de sa réaction. C'est le moment où il a le plus besoin de vous, où il a un moment difficile, mais il n'est pas ce moment difficile. Et le changement de positionnement est important parce que ça va vous équiper pour que vous soyez moins surpris quand le moment difficile se manifeste. Vous allez vous sentir plus prêt. Et donc, c'est déjà vous, regardez à l'intérieur de vous. Ok, est-ce que je suis centrée? Est-ce que je sens que la colère monte? Est-ce que je suis agacée? Parce que ça vous appartient.
Ce n'est pas votre enfant. Votre enfant et vous, vous n'êtes pas les mêmes personnes. Les ressentis de votre enfant ne sont pas les vôtres. Donc ça, je sais que c'est facile à dire et plus difficile dans le concret de l'intégrer et de l'appliquer à chaud. C'est l'invitation que je vous invite à, enfin, l'invitation que je vous donne en participant, par exemple, à Be the Change. C'est exactement pour ça que j'ai créé Be the Change. C'est pour permettre aux parents de travailler dessus tranquillement, sereinement, étape par étape, malgré la fatigue de la très jeune parentalité, pour devenir plus conscient de ce qui se passe dans des moments où votre propre cerveau est en train d'être un peu hijacké par le passé parce que vous revivez inconsciemment une scène qui n'a absolument rien à voir avec la scène actuelle. Vous êtes comme catapulté dans le passé et c'est ça que nous appelons une projection, c'est-à-dire que là, des profondeurs psychologiques vont venir, une projection sur votre enfant et c'est ça qui peut parfois mener à ce qu'il y ait des cris, des énervements très forts, que vous avez différents boutons rouges quelque part avec, si vous avez plusieurs enfants, plus avec un enfant qu'avec un autre enfant, c'est aussi pour ça. Parce que il y a ces jeux de miroir malgré nous, parce que nous sommes des êtres humains et nous n'avons pas que notre corps, nous avons aussi notre corps émotionnel avec tout ce qui a pu parvenir au passé. Et la bonne nouvelle, c'est que quand nous travaillons sur nous et nous prenons plus conscience de ce qui se passe dans un moment de pleurs intenses, de crise, de non, nous pouvons gérer autrement. Nous pouvons être fermes et pas énervés. Maintenant, je dis pas que c'est tout calme non plus. Quand vous avez un jeune enfant de 2 ans, 3 ans qui veut jeter quelque chose, qui est pas bien, qui se roule par terre, je dis pas que c'est évident à gérer. Je dis juste que vous allez gérer tout à fait autrement et vous allez justement modéliser pour votre enfant ce calme et ce centrage. Et puis, à froid, une fois que ce moment est passé, ça, c'est le moment pour enseigner. J'ai dit aussi ce matin en consultation que les livres sont mes meilleurs amis de la parentalité. Ce sont des livres. Équipez-vous des livres pour vraiment faire de la pédagogie et de l'enseignement. Quand votre enfant est réceptif, que ça soit au coucher, que ce soit un temps calme après un repas. Cet été, je sais que parfois les parents se retrouvent aussi à jongler beaucoup de choses. Appuyez-vous sur des livres, amenez des livres dans vos valises. N'oubliez pas des livres pour vos jeunes choubidous, pour le trajet, pour des moments d'attente, pour des moments où ils sont avec des nouveaux repères, peut-être si vous rendez visite à de la famille, des livres peuvent vraiment vous aider. Les jeunes enfants, ils ont absolument besoin de visualiser avant de pouvoir discuter, nommer leurs émotions. Regardez-nous, adultes, parfois, comme ça peut être challenge de nommer nos émotions, et nous demandons trop parfois à des jeunes enfants. Le livre va venir pallier ça, apaiser les choses et ensuite pour des cas plus individuels où vous vous dites ah mais Julie ça il arrive ça j'y arrive pas, elle fait ci il fait ça, c'est aussi encore une fois pourquoi j'ai créé Be the Change et je vous invite à devenir membre où vous pouvez piocher dans notre bibliothèque. C'est vraiment une bibliothèque vivante, Be the Change, sur Substack. Toutes nos vidéos, nos tutos sont en format audio, vidéo. Vous avez en 2 clics accès à des ressources formidables. Vous avez notre kit carnet d'été aussi qui est gratuit en ce moment, qui a des mandalas. Les mandalas sont excellents aussi pour un retour au calme. Je vous y ai aussi glissé des suggestions d'activités, de respiration, des choses à faire en trajet, etc. Donc n'hésitez pas à en profiter déjà pour vous mettre voilà, en mouvement et pour activer vos propres potentiels d'accompagnement. C'est avec joie, c'est pour ça que ça existe. Je vous mettrai le lien aussi en descriptif. Donc, les crises, elles se désamorcent en fait à la fois à chaud et aussi à froid. Et souvent, il y a ce travail de vraiment regarder en fait qu'est-ce qui s'est passé avant la crise. Quelle a été la goutte d'eau qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu un relâchement émotionnel et qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour qu'il y ait de moins en moins. Et ça, c'est absolument des choses que j'adore faire parce que les familles, elles disent, ah, maintenant il y a moins de crise, il y a plus de calme. Et ça, nous le voyons dans un protocole vraiment spécifique pour chaque famille. Voilà. Écoutez, nous allons nous arrêter là. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir participé, d'avoir écouté, que ce soit en live, que ce soit dans le replay. Venez me dire en commentaire ce qui a été le plus important pour vous, parce que ces moments, ce sont aussi des opportunités pour vous d'avoir des prises de conscience, de réseauter, de vous présenter
à notre communauté qui est maintenant plus de 10 000 personnes à travers tous mes réseaux sociaux. Merci à vous vraiment de tout cœur. Je serai back next Thursday. Je crois que c'est le 30 juillet. Je regarde mon calendrier en même temps que je conclue parce que comme je regarde mon ordi est derrière. Je regarde mon calendrier. Alors, nous sommes le 23. Oui, mon calendrier. Et je veux juste vous donner la bonne date. Excusez-moi, je bouge. C'est trop bizarre comment je bouge. Donc, jeudi prochain, avant que je ne parte moi-même en vacances, jeudi 30 juillet, à 13 heures, ici, pour le live. J'ai hâte de vous recevoir et je vous dis, d'ici là, prenez bien soin de vous et enjoy these moments with your children, vraiment. Et je vais aller acheter un peu de pastèque. Si vous avez suivi, vous savez ce qui s'est passé tout à l'heure dans le live. Je vous dis à très 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 bientôt.